Question d'éthique ouvre aujourd'hui une série de 2 émissions consacrées à la guerre de Vendée. Et au-delà de ces événements tragiques, à la pertinence qu'il y a à utiliser certaines dénominations, telles l'appellation de génocide, pour qualifier certains épisodes de l'histoire nationale. Il y a eu des massacres en Vendée, incontestablement, entre mars 1793 et juillet 1794. Quelle en fut la nature exacte? Aujourd'hui, nous écoutons une interprétation forte de ces événements, Reynald Séché, qui soutient qu'un génocide a eu lieu en Vendée. La semaine prochaine, Jean-Clément Martin donnera sa perspective d'étude, apportera des éléments et des arguments et contestera l'emploi de ce terme. C'est une séquence un peu inhabituelle de questions d'éthique, mais nous estimons qu'ainsi les auditeurs pourront se faire leur opinion. Cette guerre civile a commencé avec l'insurrection de la Vendée au mois de mars 1793 pour s'achever avec la défaite militaire des Vendéens à Savenay les 23 et 24 décembre 1793. Parallèlement, la Convention a inauguré le génocide par le vote de la loi du 1er août 1793 qui prescrit l'anéantissement matériel de la Vendée, extermination des hommes et la déportation des femmes, des vieillards et des enfants. Elle l'a prolongé avec la loi du 1er octobre 1793 qui prescrit l'extermination de tous les Vendéens sans distinction d'âge, de sexe et d'appartenance politique. La première caractéristique de ce drame, qui ne peut manquer de frapper ceux qui s'intéressent, c'est évidemment le caractère de violence qui a été mis en place pour réaliser cette extermination. Vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le fait que c'est une violence légale, d'une certaine manière politique et même administrative. Qu'est-ce que cela signifie, Reynald Séché? Cela signifie, et c'est une spécificité de l'extermination programmée par l'État par rapport aux Vendéens, c'est que c'est le comité de salut public, issu du législatif, qui a conçu et rédigé cette loi du 1er août 1793 et qui ensuite l'a fait voter par les députés de la Convention nationale. Et c'est en cela que c'est un crime d'extermination, génocide, légal, et il me semble que c'est le seul dans l'histoire de la modernité. Qui a été le premier à alerter les républicains sur ce qui s'était passé? Parce que juillet 1994, quand l'extermination prend fin, c'est évidemment dû à la chute de Robespierre. Oui, a priori. Vous citez à maintes reprises, évidemment, le texte de Babeuf, de Gracchus Babeuf. Qui a été publié en janvier 1995. C'est un texte d'une extrême modernité, parce que Gracchus Babeuf, qui est plus connu comme le père du communisme, se pose 3 questions de fond. Premièrement, qui est à l'origine de cette extermination? Deuxièmement, pourquoi? Troisièmement, comment? Et il remarque la spécificité de la nature de l'extermination. Et il lui manque le mot. Et Gracchus Babeuf va essayer d'inventer un mot et il va tomber sur ce concept de populicide qui, grosso modo, a une définition similaire à celle du génocide le mot a été créé en 1943 par un juif polonais. Pour revenir à la question des Vendéens, il y avait aussi une dimension de drame moral dans cette affreuse histoire, car les Vendéens se battaient au nom de la liberté, Absolument. Contre les républicains qui défendaient la liberté. Alors, vous citez celui qui a sans doute analysé le plus rigoureusement cela, qui est Napoléon, qui rappelle que la Révolution avait touché juste en proclamant l'égalité. Les armées vendéennes étaient dominées par ce grand principe qui venait d'envahir la France et contre laquelle elles se battaient chaque jour. Mais elles se battaient contre ceux qui pensaient nécessaire de se battre, voire d'exterminer et de détruire pour faire triompher ce principe de liberté. C'est le paradoxe de cette situation. C'est-à-dire que ceux qui brandissent ce concept de liberté, fraternité, égalité massacrent au nom de ces mots, et ceux qui se battent pour les défendre se réfèrent à la monarchie, parce qu'ils se battent pour la monarchie, parce que la monarchie est le garant contre le système liberticide qui est en face d'eux et qui est en train de les massacrer.
Alors d'une certaine manière, l'insurrection des Vendéens a commencé comme beaucoup d'autres mouvements de révolte Absolument. dans l'année 93 en France. Déception de la Révolution, ruine, peur. Évidemment, la plupart de ces révoltes se réunissent autour de l'Église. Ce qui a été aussi l'événement majeur, ça a été la conscription. C'est pas la conscription proprement dite qui est dénoncée, c'est la méthode utilisée pour sélectionner les gens. En fait, c'est le maire qui représente l'État, qui n'est pas élu à l'époque, qui est un fonctionnaire, qui choisit arbitrairement ceux qu'on envoie sur les drapeaux. Et là, c'est le nom. Vous savez, on refuse. C'est naturel. On va pas défendre un système liberticide, d'autant plus qu'à l'époque, un militaire est aussi un gendarme. Il va assurer la protection, bien entendu, des frontières, mais aussi la sécurité intérieure. Donc, ce conscrit peut être utilisé directement contre ses proches, y compris sa famille. Donc, c'est un refus tout à fait naturel et qui s'inscrit dans une logique toute simple. Alors, même si on connaît assez peu les détails de ce qui s'est passé dans ces années 93-94, des noms sont familiers, évidemment, Charette, La Roche-Jacquelin et Jacques Castellino, qui étaient les chefs du mouvement vendéen. Étaient-ils des nobles qui défendaient leurs privilèges, Reynald Sécher? L'insurrection vendéenne, c'est une insurrection spontanée, à la différence de l'insurrection chouane, par exemple, sur la rive droite de la Loire, et populaire. C'est vraiment le peuple qui prend les armes pour se défendre contre le système liberticide, parce que c'est comme ça qu'il le voit. Et on va choisir les gens issus du peuple que l'on connaît, et ce n'est que dans un deuxième temps, pour des raisons stratégiques tout simplement, que l'on va se retourner vis-à-vis des nobles et qu'on va leur demander de se mettre à leur tête. Et ce qui est curieux, c'est que nous n'avons pas un seul exemple de noble, y compris Charette, qui est accepté dans un premier temps. C'est exclusivement sous la menace qu'ils acceptent. Alors, que se passe-t-il après? Parce que les défaites vendéennes commencent à être de plus en plus nombreuses, jusqu'à la traversée de la Loire, au désastre de Savenay, enfin désastre en tout cas pour les Vendéens. 23 et 24 décembre 1793, la guerre civile dure depuis 9 mois environ. Que se passe-t-il ensuite? Les Vendéens demandent grâce à la Convention. Et qu'est-ce qui fait que leur demande n'est pas du tout écoutée, que d'autres dispositions ont été prises déjà depuis un moment à leur égard, Reynald Sécher? Les Vendéens, en fait, ont commis un crime qui ne peut pas être pardonné. C'est le crime qui a eu lieu le 18 octobre 1793, au moment de la traversée de la Loire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Vendéens sont vraiment fracassés. Ils ont compris que la nature de la guerre a changé et que cela se traduit par un massacre systématique des femmes et des enfants, qui ne trouvent absolument aucune pitié. Et comme ils sont fracassés... De la part des Républicains. De la part des Républicains. Comme ils sont fracassés, ils vont essayer d'échapper à ce territoire où ils sont fracassés, et c'est pour ça qu'ils traversent la Loire. Mais il y a 5000 prisonniers bleus. Et le général en chef qui s'appelle Bonchamp, qui est en train d'agoniser, qui est un chrétien fervent, ne peut pas imaginer qu'il puisse se présenter devant Dieu en ayant le crime de 5000 soldats dans la conscience. Alors, il va demander la grâce. Et ça, c'est le crime. Et lorsque la Convention et surtout le Comité de salut public apprend cela, pour lui, c'est un crime d'avoir accepté, de la part de ces républicains, d'avoir accepté cette grâce. Et donc, on va demander deux choses à ces soldats. Premièrement, de mentir, de dire qu'ils ont été libérés par les soldats bleus, et de surcroît qu'ils ont été maltraités. Et la deuxième chose qu'on va demander à ces soldats libérés, c'est de réparer le crime infini qu'ils ont commis d'avoir accepté la grâce des Vendéens, d'exterminer non seulement leurs libérateurs, mais aussi d'exterminer toutes les familles des libérateurs. Et les républicains vont s'emparer de quelques milliers de femmes et d'enfants qu'ils vont massacrer systématiquement dans un champ à côté de Saint-Florent-le-Viel, au Marillet, champ d'ailleurs qui a été préservé et que l'on peut voir de nos jours. Il reste que quand les Vendéens demandent grâce à la Convention, la question n'est plus à l'ordre du jour. Non. Parce que d'une certaine façon, et même de manière certaine, la Convention a, du moins selon votre thèse et vos résultats de recherche, a décidé quelques mois avant, quelques semaines avant,
de procéder à l'extermination totale des Vendéens hommes dans un premier temps. Alors quelle est la portée de ce décret du 1er août 1793 où d'une certaine façon la perspective ouverte est celle d'une forme d'extermination, Rénal Sécher? Solzhenitsyn, lorsqu'il est venu en Vendée, a parfaitement compris ça pour le bicentenaire, en disant la différence qu'il y a entre le totalitarisme mis en œuvre par Robespierre et le totalitarisme mis en œuvre par Lénine, c'est le fait que Robespierre soit tombé. Là, on est dans une situation irréversible. On a créé un certain nombre d'actes irréversibles. Et on part du principe que lorsqu'on commet cette irréversibilité, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, on est dans une mécanique officielle, terroriste, qui doit conduire, et je reprends leur formule, à l'éradication du sol de la liberté de ces fils d'esclaves. Il s'agit bien d'exterminer non seulement de la Vendée militaire, mais de l'ensemble du territoire de la République, le Vendéen. Leur crime étant d'être Vendéens. On tue les Vendéens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Prenez l'exemple d'un certain nombre, on appellerait ça collectivité territoriale de nos jours, mais le département de l'Eure qui prend un arrêté et qui prescrit l'extermination de tous les Vendéens résidant chez eux dans leur territoire parce que partager leur vie serait partager leurs crimes. Vous voyez, ce sont les formules. Et si je peux me permettre, madame, les documents que j'ai utilisés sont à 95% exclusivement des documents d'origine républicaine. Ce qui est tout à fait frappant, c'est donc ce double paradoxe. L'extermination, d'une certaine manière, commence un petit peu avant la défaite militaire, mais se poursuit bien après. Et puis l'autre élément, c'est qu'il ne s'agit pas de passion meurtrière, de département ou excité par des débordements excités par la soif du sang, mais d'actes politiques officiels délibérés publics. D'ailleurs, vous avez trouvé ce que vous appelez les petits papiers, c'est-à-dire ces petites notes par les membres rédigées par les membres du comité de salut public qui ne semblent laisser aucun doute sur leur intention. Alors, une personne s'est particulièrement illustrée dans ce massacre, c'est Jean-Baptiste Carrier. Si je peux me permettre, je vais revenir sur ces petits bouts de papier, puisque se posait le problème qu'avait soulevé d'ailleurs Gracchus-Babeuf de l'origine de cette initiative. Et lorsque j'avais fait ma thèse sur le génocide franco-français à la Vendée et Angers, moi, je n'avais pas de document qui prouvait, qui confortait la thèse de Gracchus-Babeuf, qui disait que celui qui était à l'origine de cette conception, c'était le comité de salut public, et notamment et surtout Robespierre. Moi, je n'avais pas la preuve absolue de cela. Je ne pouvais que constater qu'il y avait eu vote, répétition de votes qui ont été à la fois délibérés et mis en œuvre par les députés de la Convention. Et là, ces petits bouts de papier, en fait, ce sont les originaux signés par les membres du comité de salut public, dont notamment Robespierre et Carnot. Et on s'aperçoit dans le cadre de ces petits papiers que c'est bien ces députés réunis au sein du comité de salut public qui ont à la fois conçu mais aussi orchestré personnellement cette extermination. Et cette orchestration s'appuie sur les députés. Et on va s'appuyer, entre autres, sur des intellectuels. Et je prends comme exemple Fourcroy, qui est un député de Paris, qui va être sollicité pour créer le gaz, pour exterminer la population. Parce que ce qui est très frappant, c'est comme toutes les méthodes d'extermination sont envisagées. Évidemment, le tuer prend du temps, tuer coûte cher. La guillotine, c'est quelque chose d'assez coûteux. Et en conséquence, d'après les documents que vous citez, on envisage toutes les méthodes d'anéantissement, le gaz, les mines, le poison. Carrier à Nantes, ça oui, mais c'est un député et il est envoyé par les membres du comité de salut public en tant que député pour massacrer. De même que vous avez Franck Castel, etc. C'est parce qu'ils sont députés, c'est parce qu'ils ont conçu et voté l'extermination qu'ils doivent la mettre en œuvre. C'est à ce titre. Alors, nous ferons un cimetière de la France, ça c'est une phrase sans doute que beaucoup connaissent, attribuée à Jean-Baptiste Carrier, et pour reprendre d'ailleurs l'expression de Taine, dans son ouvrage sur les origines de la France contemporaine, son ambition était de régner sur des vaincus, sur des captifs et sur des morts. Oui, mais madame, ce n'est pas son ambition.
C'était l'ambition du comité de salut public. Il est envoyé avec un programme précis. Et il ne fait qu'exécuter ce programme. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des noyades, etc., il envoie les rapports au comité de salut public où il explique comment il va massacrer la population. Et lorsque sa première lettre, qui date du 17 novembre 1793, est lue à l'Assemblée nationale, à la Convention, le courrier, il est applaudi. Donc c'est bien en conscience partagée que l'on a à la fois conçu et mis en œuvre ce crime d'extermination. J'avoue que les textes républicains donc, que vous citez sont véritablement effroyables. Et ils montrent cette succession d'engrenages. Le premier engrenage, on déporte les femmes, les enfants, les vieillards, et on tue les hommes. Mais comme les enfants, deuxième engrenage, les enfants, les vieillards et les femmes ne veulent pas être déportés, donc on les tue sur place. Troisième engrenage, et comme c'est très coûteux de faire la différence entre les bons Vendéens républicains et ceux qui ne sont pas républicains, eh bien, on tue tout le monde, les patriotes comme les rebelles. On a une lettre de Lazare Carnot, le grand Lazare Carnot, qui est une lettre terrible, où il soulève en conscience le problème des femmes, des enfants et des vieillards. Et il écrit ceci: « Les femmes, les enfants et les vieillards, les individus entraînés par la violence ne méritent sans doute pas le même sort que les monstres qui ont ourdi la révolte, qui l'ont servi de leur volonté comme de leur bras, et l'on pourrait prendre à leur égard des mesures de sûreté moins rigoureuses, mais ce serait abandonner le pays aux horreurs d'une guerre nouvelle et la vie des patriotes à la merci des brigands que d'user envers ceux-ci d'une indulgence absurde et meurtrière. » Donc c'est bien en conscience que Lazare Carnot, au nom du comité de salut public, demande l'extermination des femmes, des enfants et des vieillards. Alors, les Vendéens, c'est 815 000 habitants, sur une surface qui est tout de même assez réduite. Oh, c'est conséquent, 10 000 km². 10 000 km². Oui. Quelle sera l'importance de la population détruite, exterminée, à la suite de cette double extermination, donc de la rive droite de la Loire, pour ceux qui avaient passé la Loire et qui erraient en quelque sorte, c'était pas leur lieu d'habitation, ou pour ceux qui étaient restés sur la rive gauche, dans ce qu'on appelle à proprement parler la Vendée. La Vendée militaire. Et alors, à l'heure actuelle, on peut chiffrer au minimum 117 000 disparus sur une population de 815 000. Je dis bien au minimum parce que ça peut être 150 000. Mais on peut approfondir ça puisque la volonté émise par le comité de salut public, répercutée par les membres de la Convention, mise en œuvre tant par les députés que les militaires, est d'exterminer de préférence les femmes, les enfants et les vieillards. Et nous avons la liste d'un certain nombre de communes. Je prends l'exemple, celle qui est la plus connue des Luxes ou Boulogne, 563 personnes. On a l'exemple de la Chapelle-Basse-Mer, du Leroux-Bottereau, de la Romaudière, etc. Grosso modo, on a les listes de massacres de 110 communes. Tous les bilans correspondent à 70%, voire 80% des gens massacrés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Comme dans la plupart des entreprises d'extermination, en tout cas dans une époque qu'on peut considérer comme appartenant déjà à la modernité, après le crime, la volonté première est d'effacer la mémoire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il reste le minimum de traces. Alors évidemment, c'est impossible de tout effacer parce que les gazettes, j'imagine les journaux relayaient ces décrets, ces informations. Lorsque les décrets étaient votés par la Convention, les gazettes les publiaient, donc vous avez trouvé suffisamment de traces de cela. Mais la prise de conscience véritable, ou du moins le rituel public de la prise de conscience, arrive quelques mois après la chute de Robespierre, lorsque Jean-Baptiste Carrier d'abord, et puis Turreau à sa demande, le général qui a été chargé de la pacification de la rive gauche de la Vendée, passe en procès. Alors commençons par le procès de Carrier. Sinistre personnage entre tous. Hein. Les noyades républicaines dans la Loire, je crois que chaque lycéen en a entendu Oui, mais parler. il n'a pas été le seul. C'est un moyen qui a été utilisé ailleurs. Alors évidemment, c'est l'exemple de Carrier qui est le plus frappant parce qu'il a été jugé. Ce qui est intéressant dans ces procès, c'est que ce sont des procès qui sont faits entre républicains. Et à aucun moment, les Vendéens n'ont pu se saisir des tribunaux. D'où l'utilité d'avoir des tribunaux internationaux, extranationaux. Et c'est pour ça que c'est important ce qui s'est passé au procès de Nuremberg. Parce que l'exemple de la Vendée est un exemple précis d'inefficacité
Cette inefficacité qui s'est traduite par un silence officiel et qui s'est reproduit tout au long du 19e et du 20e siècle. Et ce procès de Carrier est assez stupéfiant. Il est dû au hasard. Parce que vraiment, à la chute de Robespierre, on a espéré passer tout cela sous silence. Et Carrier a commis une faute. Il est secrétaire de la Convention. Il a commis un certain nombre d'erreurs de fond et on va le juger, non pas pour les crimes commis, mais pour les intentions contre-révolutionnaires qui ont été les siennes. Et on va s'en servir exclusivement comme bouc émissaire. Et d'ailleurs, il a parfaitement joué son rôle, puisque dès son exécution, on ne veut plus entendre parler de cette Vendée. On va juger Turreau parce qu'il le demande, mais avec Turreau, on juge que l'affaire est définitivement classée, et il va falloir attendre 1985, la soutenance de ma thèse sur le génocide, pour qu'on découvre la réalité des choses. En tout cas, avec le procès de Carrier, même s'il n'a pas été établi à la demande des Vendéens, et même si les Vendéens n'ont pas pu faire entendre leur voix, beaucoup ont témoigné des massacres qui avaient été accomplis. Ça a été tout de même un premier recueil d'informations. D'ailleurs, c'est une source sur laquelle vous vous appuyez. Le général Turreau, lui, sera amnistié pour le texte qu'il exécutait les autres. Les questions de fond. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, tout de même, si l'on peut dire, dans ce désastre et dans cette séquence effroyable, c'est que certains généraux républicains n'ont pas perdu la lucidité de l'analyse de la situation et ont très bien vu ce qui se passait. Les textes, propos, déclarations du général Danican, qui à plusieurs reprises s'élève en prenant de grands risques et en essayant de rappeler ses compatriotes républicains à des sentiments même pas plus humains, mais plus justes, sont tout à fait impressionnants. Je cite « Les atrocités qui se sont commises sous mes yeux ont tellement affecté mon cœur que je ne regretterai jamais la vie. Je démontrerai invinciblement que beaucoup de gens qui sont actuellement des philanthropes étaient alors de grands scélérats. » Les textes du général Danican sont tout à fait remarquables. Alors vous avez rappelé tout à l'heure, Rénal Séchard, la suite de l'histoire. Bonaparte procède à des réparations, essaie de panser les plaies, visite la Vendée et met en place une indemnisation et des réparations matérielles, peut-être aussi spirituelles. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que tout au long du XIXe siècle, les textes de Michelet, je ne résisterai pas à la tentation d'en citer un dans son histoire de la Révolution française, les textes de Michelet ne retiennent absolument rien du caractère de massacre. Lorsqu'ils parlent de la Vendée, ils en parlent tout de même comme d'une juste extermination. Tout ce qui a été dit au procès Carrier, qui sont des archives consultables, les massacres décrits, les massacres d'enfants et de jeunes enfants et de femmes ne sont absolument pas rapportés. Oui, et cette historiographie de la Révolution française a duré assez longtemps, je crois. Oui, alors ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle est reprise toujours par l'enseignement officiel à l'heure actuelle, où certains parlent encore de juste punition, de légitime exécution, etc., etc., et refusent d'aborder le problème de fond de cette extermination légale. On a fait tout un travail sur Michelet, qui a vraiment créé les méthodes qui vont être utilisées par d'autres par la suite, que j'appelle les méthodes négationnistes. Ça veut dire qu'il nie les choses et qu'il établit des contre-vérités et qu'il fait des victimes des bourreaux et des bourreaux des victimes. Mais qu'il les nie ou qu'il les ignore. Il est vrai que ce qui justifie l'interprétation pas, madame, parce qu'il est allé sur place. Oui, ce qui pourrait justifier cette interprétation est le fait que, pour lui, la Révolution obéissait à une nécessité, en quelque sorte, qui dépassait les hommes et qui pouvait excuser ces massacres collatéraux. Mais s'il s'était agi de massacres, mais il s'était agi d'un procès, d'une tentative délibérée d'extermination, ce qui est évidemment beaucoup plus préoccupant. Je cite Michelet, « La victoire mit les vainqueurs dans un embarras terrible. » La victoire, hein, d'une certaine manière, la cause est réglée. Que faire de cette population qui avait passé la Loire, mourante de faim, de misère et de maladie, ramassée sur tous les chemins? Les décrets étaient précis. Tous ceux qui avaient pris la cocarde blanche devaient être mis à mort. Parmi les hommes politiques, d'une certaine manière, il est impossible de ne pas citer les textes de Clémenceau, qui sont encore plus terribles. J'accepte la révolution comme un bloc, ça signifie aussi j'accepte d'une certaine façon et je justifie le massacre et Jaurès, qui a été perpétré en Vendée. Qui ont repris le grand Jaurès. J'approuve tout de la Révolution. Bon, on connaît bien ce texte de Clémenceau. J'approuve les massacres de septembre, où pour s'éclairer la nuit venue, les travailleurs plantaient des chandelles dans les yeux des morts. J'approuve les noyades de Nantes, les mariages républicains, où les vierges accouplées à des hommes par une imagination néronienne avant d'être jetées dans la Loire, avaient à la fois l'angoisse de la mort et la souffrance de la pudeur outragée. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas du tout évolué au niveau du discours officiel, hein. Je parlais tout à l'heure de l'enseignement. Deuxièmement, au niveau vendéen, ils ont tellement été fracassés, les Vendéens, rendus honteux, notamment par les discours officiels, par l'enseignement, etc., ils ont mis en œuvre tout un système de déni. Et ce qui est terrible dans cette histoire de la Vendée, c'est que cette volonté de nier les choses et d'inverser les mécaniques et de transformer les bourreaux en victimes, que j'appelle mémoricide personnellement, parce que c'est conçu au plus haut niveau de l'État et mis en œuvre par l'État. C'est pas la République d'ailleurs, hein, puisque celui qui met ça en œuvre, c'est Robespierre lui-même, et ça va être prolongé par Louis XVIII, Charles X, amplifié par Louis-Philippe et systématisé par toutes les républiques à partir de 1870. Donc c'est vraiment une mécanique. Et d'ailleurs, j'ai toujours été surpris qu'à Nuremberg, on n'ait pas appréhendé ce problème de la mémoire, sur lequel on bute de nos jours, hein. Regardez ce qui se passe par rapport à la mémoire du génocide des Juifs. Les négationnismes qui sans cesse, pour diverses raisons, reviennent et nient les choses, ce crime industriel qui est encore visible de nos jours, palpable, eh bien, il le nie. Pour la Vendée, c'est la même chose, hein. C'est vraiment les mêmes arguments, les mêmes méthodes et les mêmes finalités. Pour conclure, je voudrais citer un texte de François Furet, donc extrait du Dictionnaire critique de la Révolution française, donc paru aux éditions Flammarion. L'hécatombe des Vendéens, jointe au ravage de la Vendée, Vendée qui avait été rebaptisée Vengée d'ailleurs, avant même la défaite de Savenay, est le plus grand massacre collectif de la terreur révolutionnaire, sans pouvoir être inscrit dans la colonne absolutoire des circonstances du salut public. De fait, le programme d'extermination est dressé par Barrère dans le discours du 1er août 1793, au nom du salut de la patrie. La Vendée, c'est une autre échelle que les massacres, mais un acharnement si violent qu'elle épuisera une grande partie de son identité. Merci Reynald Secher pour cet entretien.